Eh ben on est parti alors. Eh ben bonne nouvelle, en plus on va parler français. Cocorico. Donc le titre c'est TPE-PME, sécuriser vos environnements AWS. Si la zapette veut bien marcher. Alors déjà je me présente, le petit bonhomme, c'est moi, je suis Alexis, je suis Solution Architect chez AWS et je m'occupe donc d'aider mes clients, qui sont des TPE, des PME françaises, à aller sur le cloud AWS. Et en aidant mes clients au quotidien, je me rends compte que nos clients se sentent tout petits face à l'immensité du cloud AWS, du nombre de services qu'il y a. Et donc mon boulot, c'est de les aider à grandir face au cloud, à l'immensité du cloud. Et au quotidien également, je me rends compte, hélas, que nos clients se sentent tout petits face à la sécurité et notamment face au risque de cybersécurité. Et du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Laurent, de cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour. Et c'est grâce à lui qu'on parle français. Je suis nul en anglais. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Laurent Verdier, directeur sensibilisation formation au sein du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Que vient faire cybermalveillance.gouv.fr à Vivatech 2023? En fait, un groupement d'intérêt public, il est représenté par ses membres. Et il se trouve qu'AWS est membre du dispositif depuis une petite année maintenant. Et que pour nous, il est très important de soutenir nos membres qui participent à notre gouvernance, qui relaient nos campagnes de sensibilisation en matière de sécurité numérique et que nous sollicitons également très régulièrement au niveau de groupes de travail en venant intervenir, les soutenir et participer effectivement à une meilleure appréhension, une meilleure appropriation de la sécurité numérique. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce qu'est cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme opérée par le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Très concrètement, nous avons été lancés en octobre 2017 pour 3 publics avec 3 missions essentielles. Donc les particuliers, les PME, les TPE, et on est, je pense, dans le cœur du sujet aujourd'hui, ainsi que pour les collectivités territoriales. Et vis-à-vis de ces 3 publics, il nous a été demandé de, mission 1, procurer une assistance en ligne immédiate quand l'un de ces publics était victime d'une cybermalveillance. Matériellement, c'est concrétisé sur la plateforme par un parcours d'assistance en ligne, intégralement en ligne, au cours duquel la victime va pouvoir se voir adresser des recommandations d'urgence, des conseils, des propositions d'orientation et, si elle le souhaite, une mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés. Deuxième mission, concevoir des contenus sur l'actualité des menaces cyber, ainsi que mettre à disposition des outils de sensibilisation. 2 critères importants. Le premier, rédiger ces éléments dans un langage simple et accessible pour que le commun des mortels puisse le comprendre. Et deuxième chose, tous ces contenus sont intégralement et complètement gratuits et téléchargeables sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et enfin, troisième mission, à l'aide des 2 premières, observer le risque numérique et remonter ces éléments à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors, après 5 ans d'existence, que sommes-nous devenus? Le groupement d'intérêt public compte aujourd'hui 62 membres, publics, privés, sphère civile, également des utilisateurs de l'Internet, plus de 1200 prestataires informatiques référencés, plus de 770 000 victimes concrètement et matériellement assistées et aidées lorsqu'elles sont venues chercher de l'aide sur la plateforme. Et pour la seule année 2022, près de 3 800 000 visiteurs uniques. Alors, avant effectivement d'envisager les solutions, je vais vous parler de ce que nous percevons. Et cette perception, on l'obtient directement, notamment à partir de notre parcours d'assistance victime, qui, je le rappelle, pour la seule année 2022, a enregistré plus de 280 000 parcours, tout public confondu. Alors, au centre de l'écran, les menaces pour les entreprises et pour les associations. Pourquoi j'ai voulu tout mettre? Ça permet déjà de relativiser et ça permet de voir que la menace numéro 1 aujourd'hui, elle est constituée par ce qu'on appelle l'hameçonnage. C'est-à-dire un mail,
un SMS, voire maintenant un coup de téléphone, qui semble provenir d'un interlocuteur connu, c'est-à-dire de confiance, qui va imiter la charte graphique, qui va imiter l'adresse et qui va vous demander de transmettre un mot de passe, un code secret, un document administratif ou encore vous faire cliquer sur un lien malveillant qui va vous faire télécharger à votre insu un programme malveillant qui va malheureusement s'installer sur le système d'information de votre organisation. Deuxième menace pour les entreprises, le piratage de comptes en ligne. Nous avons démultiplié les accès et les services, dont les services cloud, et malheureusement, nous ne protégeons ces mots de passe, ces comptes et ces accès qu'avec des mots de passe trop faibles, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort, et j'en suis très content, mais que je vais utiliser pour tous mes services. Et le problème est le même, si les attaquants tombent dessus, ils ont accès à l'intégralité de nos activités et de nos identités numériques. Et enfin, dernière menace, elle était en première place depuis 2020, celle des rançongiciels. Vous savez, ces petits programmes malveillants qui vont chiffrer, c'est-à-dire rendre inaccessible l'ensemble des données contenues sur le système d'information. Et là, à partir de ce moment-là, ils vont vous demander une rançon. Cette menace reste présente, mais elle a baissé. Voilà, le détail. On notera aussi également l'importance grandissante de ce qu'on appelle la violation de données, c'est-à-dire le résultat d'un accès illégitime ou frauduleux sur un système d'information, ou encore les faux ordres de virement. Je parlais tout à l'heure de la sécurité des boîtes de messagerie. À partir du moment où les attaquants ont accès à tous les documents qui se trouvent sur ces messageries, ils peuvent s'emparer de relevés d'identité bancaire, les trafiquer et provoquer par-delà même des ordres de virement infondés. Je te rends la zapette. Merci, on partage tout, on est vraiment un vieux couple. Donc, grâce à Laurent, maintenant, normalement, vous, nos clients, vous êtes maintenant plus au fait des risques de cybersécurité. Alors, je vais faire que des dessins moches, je vous demande déjà pardon pour ça, mais c'est pas grave. Donc, on a le cloud, on a la sécurité. Normalement, les deux, ça fait un cloud sécurisé. On est d'accord. Et ça tombe bien, parce qu'effectivement, AWS est un cloud sécurisé. On a plein de services de sécurité. Le premier d'entre eux, c'est IAM, Identity Access Management. On a aussi Secret Manager, on a KMS pour le chiffrement, ACM, Organisation Security Data. Oula, ça va très vite, il y en a beaucoup. Il y en a tellement qu'en fait, on s'y perd. Mais heureusement, on a de la documentation pour ça. On a de la doc, on a des articles de blog, on a des vidéos YouTube. Bref, on a beaucoup de choses. Et voilà, on a des architectures de référence. Mais comme disait quelqu'un de très célèbre, à quoi ça sert d'apprendre ce qu'il y a dans les livres, vu que c'est dans les livres? Donc à quoi ça sert de lire la doc, vu que c'est dans la doc? Et en fait, on se rend compte que malheureusement, nos clients ne lisent pas les docs, ne lisent pas les blogs, en fait, restent un peu dans le flou. Et donc, à la fin, en fait, nos clients, ils sont tout petits face à leur cloud qui est pas très sécurisé. Et pire que ça, en fait, ils sont vraiment à risque. Leur cloud se transforme un peu en orage. Donc on va essayer de voir ça ensemble pour faire en sorte de changer ça. Donc on va tout reprendre à zéro. Bonjour, bienvenue. Le titre de la session, c'est TPE, PME, sécuriser vos environnements AWS. Mais en fait non, on va changer ça et on va faire l'inverse. Tout ce qu'il ne faut pas faire sur AWS. Et en fait, tout ce que malheureusement beaucoup de nos clients font. Alors, on va commencer par un avertissement. Les scènes que vous allez voir sont choquantes. Ne les reproduisez pas chez vous, c'est dangereux. Attention. Je confirme. Première erreur, ou première horreur, ça dépend comment on voit les choses, c'est le fameux utilisateur root ou utilisateur racine sur AWS. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on crée un compte sur AWS, on a besoin d'une adresse email, voilà, infra@example.com, d'un mot de passe très sécurisé que je vous montre, et en retour, on a un numéro de compte, un identifiant unique. Bon. Dans ce compte, on va pouvoir mettre des ressources, donc des instances EC2, des machines virtuelles, du stockage avec S3, des bases de données, etc., etc. Et pour se connecter à ce compte, on peut utiliser cette fameuse adresse email avec le mot de passe. C'est ce qu'on appelle l'utilisateur racine. C'est pas bien. C'est pas bien. Deux choses qui sont pas bien sur cet écran et qu'on voit très souvent. Première chose, on se connecte avec le root, donc pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Déjà parce que c'est le seul compte qui peut supprimer le compte. C'est le seul utilisateur qui peut supprimer le compte. Il a tous les pouvoirs, il peut faire beaucoup de bêtises. Deuxième chose pas bien, on voit que c'est une adresse email personnelle.
Donc c'est un stagiaire, un jour il a créé une adresse, un compte AWS dans son entreprise, il a mis son adresse perso, et puis de fil en aiguille ils ont mis des ressources dedans, et puis c'est devenu le compte de production de l'entreprise, mais qui appartient toujours au stagiaire finalement. C'est un problème. Mais le stagiaire, il a fait les choses bien quand même. Il a voulu mettre un MFA, une authentification multifacteur. Donc il a téléchargé sur son téléphone une application pour avoir le MFA. Je refais la phrase, il a téléchargé sur son téléphone personnel une application pour le MFA. Très bien, sauf qu'un jour le stagiaire il s'en va avec son téléphone. Du coup le compte de l'entreprise il est bloqué, impossible de s'y connecter parce que le stagiaire est parti avec le MFA. Donc ça, la solution, c'est évidemment de ne pas utiliser un téléphone personnel, mais d'utiliser des tokens physiques, par exemple, comme ici. Donc la solution pour ne pas utiliser le root, elle est simple. En fait, on a vu dans le compte, on a des ressources, EC2, S3, RDS, etc. Et on a un autre service, si la zapette veut bien marcher, qui s'appelle IAM, Identity and Access Management. IAM, on peut dedans créer des utilisateurs, dont des administrateurs, dont des stagiaires, dont des développeurs, avec des permissions différentes. Ces utilisateurs, on va pouvoir potentiellement les grouper, donc avec un groupe stagiaire, un groupe admin, etc. Et associer à ces utilisateurs des permissions ou les associer au groupe également. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux que d'utiliser le root. Mais on peut faire mieux encore. On en reprend tout ça, on a S3, EC2, RDS, etc. et IAM. Et en fait, on a un autre service, encore un, qui s'appelle IAM Identity Center, qui anciennement s'appelait SSO, et qui va vous permettre de brancher en fait, votre compte AWS à votre fournisseur d'identité tiers, donc Office 365, Google Workspace, Okta ou même votre Active Directory on-premise. Et donc l'intérêt de ça, il est majeur, c'est que ça permet d'avoir une seule source de données pour vos utilisateurs, et de ne pas avoir à dupliquer les choses. Le jour où le stagiaire s'en va de l'entreprise, il sort de l'Active Directory, il a automatiquement plus accès à AWS. Voilà, donc ça c'était la première horreur. La deuxième horreur concerne Amazon S3. Donc là c'est du vécu. Une entreprise, tout à fait bien, stocke des feuilles de paye dans un bucket S3. Donc jusque-là, rien de mal, c'est tout à fait sécurisé. Donc l'entreprise demande à son DevOps préféré, bah tiens, crée-moi un bucket S3, tu me le configures, boum boum boum. Et sauf que le DevOps il s'est planté dans la configuration et sans trop le faire exprès, sans trop comprendre, il a en fait exposé ce bucket S3 au monde entier, sur Internet. Et donc les fiches de paye, qui sont quand même des choses assez sensibles, se sont retrouvées sur Internet. C'est pas fou. La solution, là encore, elle est toute simple. C'est une case à cocher dans S3 qui s'appelle bloquer tous les accès publics. Bah, si ça avait été fait, quand bien même le DevOps aurait fait une erreur, bah, ça n'aurait pas été grave. Donc dans un compte AWS, vous allez dans S3 et vous regardez effectivement si vos buckets sont publics ou pas, ou s'ils peuvent l'être. Si ce n'est pas le cas, comme ici, on voit compartiment et objets non publics, on est sûr et certain que jamais les données partiront sur Internet. C'est des choses bêtes, mais c'est des choses qu'on voit tous les jours. Troisième horreur, le fameux config.php ou Python ou ce que vous voulez, qui ressemble à ça. On a dans le code, éventuellement dans GitHub, des mots de passe, des clés d'API, et là, des credentials pour se connecter à AWS. Bon. Et puis un jour ou l'autre, ça fuite sur GitHub, tout ça, donc c'est pas fou. Comment on fait? Ouais, ça, c'est pas beau, ça. On a un service magique qui s'appelle Secret Manager. Secret Manager permet donc de gérer les secrets, comme son nom l'indique. Et donc, on va pouvoir remplacer le code vilain qu'on avait tout à l'heure par ça, quelque chose de beaucoup plus propre. En fait, on va faire appel au service pour récupérer les secrets au moment de l'exécution. Donc, si ça fuite ça sur GitHub, c'est pas très grave. Il reste ce problème-là. Mon application, elle a besoin d'accéder à S3, par exemple. Il faut bien qu'elle puisse s'authentifier à S3. Donc là, j'ai mis en dur dans le code des credentials d'accès à AWS. C'est pas beau. Comment on peut faire pour régler ça? Tout à l'heure, je vous ai présenté IAM, si vous vous souvenez. Donc on peut créer des utilisateurs, des groupes, des permissions. J'ai volontairement omis quelque chose d'autre. On peut créer aussi des rôles IAM. Le rôle IAM, il a comme symbole la casquette ou un casque. Et c'est pas pour rien. On va pouvoir mettre cette casquette. Donc on associe des permissions également à cette casquette et on va pouvoir la poser sur un bonhomme. Donc ça veut dire que le bonhomme, il va hériter des permissions associées au rôle. Donc un bonhomme ou une ressource
typiquement une instance EC2, donc une machine virtuelle sur AWS. Et donc là, automatiquement, l'instance EC2 va hériter des permissions associées au rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre exemple de tout à l'heure, et ben en fait, là, les fameux access keys, secret keys qui sont en bas, hop, on va pouvoir tout simplement les virer et automatiquement, notre code, à travers les SDK AWS, va récupérer les permissions associées au rôle. C'est beaucoup plus propre. Quelques outils maintenant pour vous aider un peu là-dedans. Le premier outil qui là encore est gratuit, qui est très peu utilisé par nos clients, il est tout simple, il s'appelle Trusted Advisor. Trusted Advisor permet d'avoir en une seule page une vue générale de votre posture de sécurité. Est-ce que j'ai des buckets S3 qui sont ouverts? Là, visiblement un petit peu, j'ai un petit point d'exclamation. Est-ce que j'ai des security groups, des groupes de sécurité, du firewalling trop ouverts? Là, un petit peu, visiblement. Voilà, donc là, en un coup d'œil, vous pouvez voir s'il y a des choses à faire. Deuxième outil, lui, il n'est pas gratuit, mais il n'est pas très cher, et honnêtement, ça vaut le coup de le payer. Il s'appelle GuardDuty. GuardDuty, c'est un outil qui se base sur l'intelligence artificielle et le machine learning pour analyser en continu les logs des DNS, les logs du trafic réseau qui passe sur votre VPC, les logs CloudTrail, donc toutes les activités sur les API AWS, pour détecter des anormalités, des choses un peu étranges. Par exemple, si vous vous connectez tous les matins depuis Paris sur votre compte AWS et qu'un jour il y a une connexion qui vient de Moscou, ça va remonter dans l'outil, il y aura peut-être eu un petit problème. Et enfin, un troisième outil qui s'appelle Security Hub, qui en fait va là encore permettre de créer un dashboard pour montrer votre posture de sécurité globale sur AWS en agrégeant les données de plusieurs autres services. Voilà, donc j'espère qu'on est passé de ça tout à l'heure à ça, et qu'en plus maintenant, il fait beau. Voilà. Et je redonne la main à Laurent pour la suite. Alexis, toi qui es le maître du temps, de combien de temps je peux abuser Combien 5 minutes, c'est plus qu'il n'en faut. Donc comme vous l'avez compris, la sécurité numérique n'est pas tant une affaire de technologie ou de technique que d'usage et de culture et de point de vigilance. Et c'est dans cette optique que cybermalveillance.gouv.fr conçoit et met à disposition plus particulièrement des chefs d'entreprise un certain nombre d'outils, de ressources et de solutions d'accompagnement que je vais énumérer en moins de 5 minutes. Tout d'abord, notre petit livre jaune, le guide cybersécurité à destination spécifique des dirigeants d'entreprises TPE, PME, ETI, qui est très bien fait, qu'on a coproduit avec BPI France dans un langage clair, non technique, sans acronyme, sans anglicisme. 3 parties, la valeur de l'entreprise par rapport au risque numérique aujourd'hui, ensuite les principales menaces qui ciblent justement l'entreprise aujourd'hui, et enfin les premiers réflexes en cas d'attaque. À propos de quoi faire en cas d'attaque, nous avons également publié une fiche téléchargeable, gratuite, qu'il faut mieux imprimer et afficher derrière et punaiser derrière son bureau, pour les premiers réflexes, effectivement la manière d'aborder et de gérer une crise cyber d'ampleur avec un ensemble de conseils, de recommandations, de choses auxquelles il nous semble bon de penser. La sensibilisation, tout le monde en est convaincu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons créé et nous tenons à votre disposition un kit complet de sensibilisation basé sur les menaces les plus récurrentes et surtout les vulnérabilités comportementales qu'elles utilisent, ainsi que, bien entendu, nos recommandations. On vient d'évoquer les menaces. Avec Alexis, on a vu un certain nombre d'erreurs ou d'absence de vigilance. Importance des mots de passe, importance de la maîtrise de l'information. Sachez que pour une entreprise, une attaque cyber se prépare en allant collecter de l'info, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et enfin, la sécurité de nos doudous numériques, avec lesquels nous communiquons en permanence, avec lesquels nous sommes connectés en permanence, mais malheureusement, dont nous négligeons trop souvent l'aspect sécurité et mise à jour. Enfin, dernière chose, nous proposons depuis février 2021, nous avons lancé le label Expert Cyber qui vient compléter le réseau constitué par nos prestataires informatiques référencés. Ce label, il s'appuie sur un référentiel technique que nous avons rédigé en partenariat avec l'AFNOR. C'est l'AFNOR aujourd'hui qui gère les candidatures et le principe est le suivant, offrir une meilleure lisibilité aux entreprises, aux associations, aux collectivités territoriales pour se faire accompagner sur tout le cycle de vie de la cybersécurité. Installation, maintenance et bien entendu réponse à incident.
nous avons, à côté de notre parcours d'assistance victime, créé un parcours de sécurisation destiné à permettre à un chef d'entreprise d'être mis en relation avec l'un de nos 200 labellisés experts cyber, aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire national. Alexis, est-ce que j'ai tenu le délai? Parfait. Il nous reste à conclure. Et la conclusion, elle est importante, partez pas. Conclusion. On m'a appris qu'à la fin d'une session comme ça, les gens retenaient une chose. Une chose. Moi, je me suis dit que vous étiez des gens intelligents, que vous alliez en retenir 4. Première chose, le root, c'est mal. L'utilisez pas. Utilisez plutôt IAM Identity Center et connectez-le à votre Active Directory, à votre Google, ce que vous voulez. Deuxième chose, Amazon S3 mal configuré, c'est dangereux. Oui. Donc, simplement, cochez la case, activez le BPA, le Block Public Access. Ça coûte rien. Troisièmement, les mots de passe sur GitHub, c'est vilain. Le faites pas. Donc pour ça, utilisez des services comme Secret Manager sur AWS. Et enfin, quatrièmement, un homme averti en vaut deux. Du coup, informez-vous. Consultez les articles de blog sur la sécurité. Consultez les guides faits par Cybermalveillance. Informez-vous sur le risque cyber. Ça ira mieux. Et voilà, c'est fini. Merci à tous. Merci de votre attention.